Bonjour. Alors ce troisième épisode d'une série de 3 petites vidéos pédagogiques qui ont été donc développées pour traiter des tables, des listes de validation, des fonctions de recherche, index et équive, et puis apprendre à développer donc vos propres fonctions de recherche auxquelles vous pourrez associer l'aide que l'on peut obtenir en cliquant sur le petit symbole fx qui se trouve en haut à gauche de la barre de formule. Alors vous trouverez le lien vers ces 3 vidéos dans la description. Et puis, je vous laisse ici en haut le lien vers l'épisode précédent. Alors, nous allons revenir sur les 2 fonctions index et équive que nous avons vues dans le dernier épisode, mais pour les développer dans une feuille différente de celle où se trouve notre table de données. En fait, si vous voulez, le but, c'est d'avoir un tableau de bord dans une feuille dans lequel on pourra aller rechercher des données qui se trouvent donc dans une table se trouvant dans une autre feuille de notre classeur. Alors, ces 2 méthodes, elles fonctionnent très bien sur une même feuille de travail. Mais il est intéressant, à partir d'une table située dans une feuille de travail, de pouvoir utiliser ces fonctions sur une autre feuille de travail. Bien sûr, c'est le but. Et c'est là que le fait de placer nos données dans une table va prendre tout son sens. Vous allez créer une feuille menu et puis designer ce petit tableau. Dans la cellule D4, nous allons définir une liste de données de validation, donc depuis la feuille source, du range E5 à E15. Dans la cellule D6, nous allons pouvoir taper cette fonction imbriquée index-équive. Donc égale index, ouvrez la parenthèse, tbl source et entre crochets le nom du champ, months, point virgule, notre fonction équive, ouvrez la parenthèse, d4, point virgule, tbl source, avec le nom du champ cust, point virgule, 0, et puis fermez la parenthèse. Le premier argument de la table est le nom de champ recherché. Le deuxième argument sera la fonction équive qui aura comme premier argument l'enregistrement recherché, D4, le client sélectionné dans notre liste, et le deuxième argument, le champ de données dans lequel se situe le client recherché. Et puis le troisième argument, 0 ou faux, comme dans la recherche V, donc pour nous retourner une valeur exacte. Et on pourra copier la formule et modifier simplement la valeur du champ recherché. Alors vous pourrez voir sur le net que beaucoup de monde fait des éloges de ces fonctions imbriquées index-équive et de nombreux tutos y sont consacrés. Personnellement, je préfère la petite fonction personnalisée XL1Click qui s'appelle X1C LocatTable, très facile à utiliser, qui fait parfaitement le job et qui remplacera les fonctions recherche V, recherche X et puis les fonctions imbriquées index-équive. Pour bénéficier de cette fonction, il faudra passer par le VBA. 1 pour développer la fonction, et puis 2 pour développer l'aide qui lui sera associée. Dans la feuille menu, vous allez faire une copie du tableau que nous venons de développer avec la fonction index-équive, et puis vider de leur contenu les cellules en jaune. On ajoutera dans la colonne E les numéros de champ de notre table TBL source pour nous faciliter la tâche afin d'éviter de passer d'une feuille à l'autre pour passer nos arguments à la fonction. Nous allons voir comment développer une fonction personnalisée et nous allons prendre pour exemple la fonction X1C LocatTable. Cette fonction va nous permettre de retourner les valeurs de champ d'une table ou d'un range indexé par une clé primaire. Puis nous verrons comment ajouter cette fonction aux fonctions de recherche de notre application Excel afin de pouvoir profiter de l'aide classique que l'on peut obtenir en passant par l'éditeur de fonctions. Vous connaissez tous l'aide qui permet de renseigner les arguments d'une fonction Excel. La fonction XL1Click, X1C LocatTable est donc une fonction personnalisée qui va pouvoir intégrer la bibliothèque des fonctions de l'application Excel, enfin de votre application Excel. Nous allons voir comment développer une fonction personnalisée pour qu'elle puisse donc intégrer la bibliothèque des fonctions Excel afin que les utilisateurs puissent bénéficier de l'aide. L'aide sur la fonction elle-même et l'aide sur les arguments de la fonction avec la possibilité d'afficher le résultat avant de cliquer sur le bouton OK et de valider notre fonction. Le premier argument, RG, c'est la matrice, le nom d'une table ou d'un range, voire même d'une sélection. Le deuxième argument, PK-field, alors PK pour primary key et field pour champ, c'est le numéro de champ de la clé primaire dans la matrice de données. Le troisième argument, piqué, c'est tout simplement la clé primaire de notre matrice de données en rappelant qu'une clé primaire est une donnée unique. On pourra sélectionner cet argument à partir de notre liste de validation de données.
Enfin, le dernier argument, dataField, eh bien, c'est le numéro de champ de la valeur recherchée dans la matrice de données. Si tous nos arguments sont correctement renseignés, eh bien, on obtiendra dans résultat la valeur recherchée dans notre table en fonction d'une clé primaire. Ici, on retrouve bien pour notre clé primaire se trouvant au numéro d'enregistrement 9, eh bien, la valeur du champ 1 qui est la date de la commande du 12/01/2022. Alors nous allons développer cette petite fonction de recherche. Pour ça, on va créer tout d'abord un module spécifique pour développer nos propres fonctions. Et ce module, eh bien, on l'appellera MD02 Custom Function. Alors je rappelle que la méthode Excel OneClick préconise d'utiliser autant que faire se peut l'anglais pour tous les noms d'objets et procédures. L'alphabet anglais n'ayant pas de caractère accentué, eh bien, le code sera sans doute plus facilement digéré par Visual Basic. Nous allons développer ensemble la fonction X1C LocatTable. Alors, Excel OneClick utilise toujours le préfixe X1C pour toutes ses fonctions personnalisées, ce qui permet de les retrouver très facilement avec l'aide dynamique CTRL espace. Il suffit de taper X1C et faire CTRL espace pour voir afficher toutes les fonctions personnalisées Excel OneClick. Donc, fonction X1C LocatTable. Alors, cette fonction, elle utilisera 4 arguments. RG as range, qui sera notre champ de données, PKField as long, qui sera l'index du champ contenant la clé primaire de recherche, PK as string, qui sera la clé primaire de recherche, et puis DataField as long, qui sera l'index du champ contenant la donnée recherchée. Nous allons déclarer 2 variables. RG PK as range, qui sera le champ des clés primaires. I as long, qui vous vous doutez bien, sera un incrément de boucle. Alors nous allons attribuer à notre variable objet range RGPK le champ de nos clés primaires. Donc on va faire set RGPK égale, alors cela va être forcément un range donc avec 2 adresses. Rappelez-vous, la première adresse, la cellule en haut à gauche, la deuxième adresse, la cellule en bas à droite. Bon, mais comme il n'y a qu'une colonne, ce sera donc première adresse, le premier champ en haut, et puis la deuxième adresse, le dernier champ en bas. Première adresse, donc RG, ouvrez la parenthèse 1, PKField. Je rappelle, RG, c'est tout notre champ de données. Le premier index, ce sera le premier enregistrement, le deuxième index, le champ PKField. La deuxième adresse, RG, ouvrez la parenthèse, donc rg.rows.compte, PKField. Dans notre champ RG, le premier index sera le dernier enregistrement, donc rg.rows.compte, et puis le deuxième index, ce sera le champ PKField. Nous allons initier une boucle sur l'ensemble des clés primaires de notre champ de données. Alors, for i égale 1 to rgpk.compte. Je rappelle que rgpk, c'est le champ de données de nos clés primaires, que l'on vient donc d'attribuer. If rg, ouvrez la parenthèse, i,pkfield.value égale pk. Then. Donc si le champ de clé primaire en scrutation est égal à notre clé primaire, nous allons retourner par notre fonction la valeur du champ correspondant à l'index d'enregistrement de notre clé primaire en scrutation, et l'index de champ sera DataField, donc correspondant au dernier argument de notre fonction. Une fois que nous avons trouvé notre donnée, eh bien, il ne sera pas nécessaire de continuer notre boucle. Nous placerons donc une balise de sortie que l'on pourra appeler exit function avec 2 points pour créer une balise, donc juste avant de libérer notre mémoire des objets que nous avons chargés. Et nous ferons un saut jusqu'à la balise de sortie exit function pour libérer notre mémoire. Les développeurs que nous sommes, ou en voie de le devenir, n'auront pas de soucis pour utiliser cette fonction. Mais les utilisateurs pour lesquels nous développons eh bien, seront sans doute heureux de pouvoir bénéficier d'une aide pour utiliser cette fonction. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En fait, ajouter une aide pour une fonction eh bien, se fait tout simplement à l'aide d'une procédure. Nous allons donc développer une procédure que l'on va appeler help x1c LocatTable. On va déclarer 4 variables. Dim x1c name as string, le nom de la fonction, donc ça sera x1c LocatTable. Dim x1c desk as string, la description de la fonction, donc on mettra rechercher dans une matrice, table ou range, la valeur d'un champ en fonction d'une clé primaire. Ensuite, dim x1c cat as byte, la catégorie de la fonction, donc 5.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 32 catégories de fonctions que vous pourrez trouver dans l'aide Microsoft en tapant sur Google, Excel, Application, Macro Options. La catégorie 5, c'est la catégorie Lookup et référence, donc recherche et référence. Et puis la catégorie 14, c'est User Defined, ce sont les fonctions personnalisées. Ensuite, on va faire dim, x1c, desc, arg, 1 to 4, astring. Dans cette variable tableau, on retrouvera l'aide sur chacun des 4 arguments de la fonction. Donc le premier argument, ça sera x1c desc arg 1 égale, donc on mettra matrice, nom d'une table, d'un range ou voire d'une sélection. x1c desc arg 2, donc ça sera le deuxième argument, donc numéro du champ de la clé primaire dans la matrice de données. Le x1c desc arg 3, donc le troisième argument, l'aide, ça sera la clé primaire. Et puis x1c desc arg 4, on mettra numéro de champ de la donnée à rechercher dans la matrice de données. Ensuite, nous allons intégrer l'aide de notre fonction à l'application Excel avec la commande application.macroOption, macro égale x1cName, description x1cDesc, catégorie x1c4, argument description égale x1cDeskArg. Alors, vous savez qu'on peut écrire sur plusieurs lignes une même commande, et pour ça, il suffit de mettre espace et underscore pour pouvoir écrire donc sur plusieurs lignes une même commande. Alors, il faudra lancer cette procédure pour pouvoir bénéficier de l'aide. Et il faudra donc obligatoirement enregistrer votre fichier au format XLSM ou XLSB pour pouvoir utiliser les fonctions personnalisées. Et dans ce cas, si vous avez enregistré votre fichier avec un format prenant en charge les macros, alors que ce soit XLSM ou XLSB, il ne sera pas nécessaire de relancer la procédure à la réouverture du fichier. Vous pourrez donc revenir dans la feuille menu et puis tester votre fonction. Alors vous allez sélectionner le range G6, cliquer sur l'aide aux fonctions, aller dans Recherche et références, sélectionner notre fonction x1c locatable, et puis vous allez entrer les 4 arguments. RG, donc la table source, TBL source, piquer field, donc le champ de notre clé primaire, ça sera 2. Piquer notre clé primaire, vous allez sélectionner le range G4 de notre liste de validation. Et puis data field, vous rentrez 1, ce qui est correspondant au champ des dates. Cliquez sur OK et puis testez la fonction en sélectionnant un autre client dans la liste de validation. Alors vous pourrez ainsi entrer votre fonction dans chacun des 5 autres champs et modifier simplement le 4e argument correspondant au numéro ou index du champ de recherche. Alors cette petite fonction, elle est très pratique quand nous avons une table de données avec une clé primaire, c'est-à-dire une donnée unique pour chaque enregistrement donc de notre base de données. Mais vous avez sans doute rencontré cette problématique où le champ de données n'a pas réellement de clé primaire et où l'on est obligé d'associer 2 champs de données pour obtenir une donnée unique qui pourra donc nous servir de clé primaire. En fait, cela revient à utiliser 2 clés que l'on pourrait appeler clé primaire et clé secondaire. Le problème est que si l'on veut utiliser dans Excel des listes de validation, on aura plusieurs clés secondaires pour une même clé primaire. Donc des doublons dans le champ des clés primaires. Et il nous faudra donc traiter les doublons dans notre liste de validation des clés primaires de la même façon que cela peut être fait lorsque l'on utilise un filtre. Nous allons voir comment charger une liste de validation sans doublons. Ici, nous avons un tableau de données où l'on souhaite utiliser comme clé primaire le champ de données item et comme clé secondaire le champ de données cust pour client. Nous constatons dans cette table de données que plusieurs clients nous ont commandé le même item P1900. Dans notre feuille menu, nous souhaitons pouvoir sélectionner un item pour connaître les clients qui ont commandé cet item, à quelle date et à quel prix. Nous avons donc une liste de validation sans doublon pour lister nos items, donc les clés primaires. Et en fonction de la sélection d'un item, la liste de clients, donc les clés secondaires. En sélectionnant un item, donc une clé primaire, et un client, donc une clé secondaire, on peut retrouver toutes les données liées à la sélection de ces 2 clés combinées. Nous commencerons par développer une fonction pour charger nos listes de validation, alors que ce soit pour la clé primaire ou pour la clé secondaire. On utilisera la même fonction.
Donc nous allons créer un nouveau module que l'on nommera MD03 Validation List. Le fait de créer de petits modules consacrés à des tâches spécifiques comme celle-ci permet d'exporter ces modules dans un répertoire qui pourra vous servir de bibliothèque où vous trouverez toutes les fonctionnalités que vous avez développées et que vous pourrez réutiliser dans d'autres projets VBA. Nous allons développer une fonction que l'on nommera X1C Dropdown List. Nous utiliserons deux arguments, RG Dropdown as range, le range dans lequel on placera notre liste de validation, et puis un deuxième argument, dropDownList, as string, qui sera la chaîne de caractères dont chaque donnée de notre liste sera séparée par une virgule, comme on peut le faire manuellement dans une liste de validation à partir du menu d'Excel. Ensuite, onError resumeNext. Si toutefois nous rencontrions une erreur, dans le cas où aucun item ne soit sélectionné, on passera au bloc suivant. Nous allons ouvrir un bloc with and with. Alors vous remarquerez que lorsque l'on ouvre un bloc with, on le ferme immédiatement quelques lignes plus bas pour ne pas l'oublier. Et nous tabulerons notre code entre ces deux balises with and with. Avec notre objet range rgDropdown.validation, nous allons régler les méthodes et propriétés de notre objet. La première chose à faire, c'est de supprimer la liste qui pourrait exister dans notre champ de validation. Donc on va faire .delete, donc supprimer la liste existante s'il y en a une. Ensuite, c'est d'ajouter notre liste de validation avec la commande .add, donc type XL validate list, alert style XL validation stop, opérateur XL between, virgule, formula 1 dropdown list. Alors, une syntaxe un peu complexe, je vous l'accorde, mais qui ne mérite pas d'être apprise par cœur. Il sera très facile de la retrouver avec le menu d'Excel et l'enregistreur de macros, et puis de l'adopter à notre environnement. Ensuite, on va faire .ignoreBlank égale true. On va ignorer si vide. Ensuite, .inCellDropdown égale true. Afficher la liste déroulante. Ensuite, .showInput égale true. Afficher l'item sélectionné. Et puis, .showError égale true. Afficher l'erreur si une erreur est présente. Mais bon, comme nous sommes en error resumeNext, c'est un peu inutile de renseigner cette propriété. On terminera avec la fermeture du bloc with and with. Alors dans ce même module, nous allons développer la procédure qui chargera notre liste de validation sans doublon. On va faire une sub main validation list. Nous allons définir plusieurs variables. dim ws as worksheet, donc une variable objet ws comme étant une feuille de travail. tbl as list object, une variable tbl qui sera donc une table, ce qui veut dire que notre liste de validation ne sera possible que si nous avons préalablement défini une table. Et nous avons vu comment créer une table avec Visual Basic dans le premier épisode. RG as range. Ensuite, on va faire dim main list as string. Ce sera notre liste de validation, donc une chaîne de caractères où chaque item de notre liste sera séparé par une virgule. Main data as range. Dans une boucle, ce sera le champ en scrutation qui contiendra les items de notre liste de validation. Dim dic as object. Alors ce sera un dictionnaire scripting dictionary qui contiendra donc nos items sans doublon. En fait, c'est une pile que l'on chargera avec des items si ceux-ci ne sont pas déjà dans la pile. Donc on va faire set dic égale create object, ouvrez la parenthèse et entre guillemets scripting.dictionary. Non, scripting.dictionary. Alors j'ai déjà parlé de cet objet dans le chargement des list box d'un formulaire. Pour ceux qui ont suivi, je vous rappelle que nous utilisons ici notre objet dic en let binding, en liaison retardée. Donc nous n'aurons pas accès à l'aide dynamique pour cet objet. Si nous avions voulu utiliser cet objet en early binding, c'est-à-dire en liaison anticipée, et profiter des avantages des objets à liaison anticipée, il aurait fallu activer dans le menu Outils référence la bibliothèque auquel cet objet fait référence et qui est la référence Microsoft Scripting Runtime. Donc on va faire set ws égale worksheet data, set tbl égale ws.listObjects
tbl data, set rg égale tbl.list columns 4.range, et for each main data in rg, donc pour chaque clé primaire dans notre champ rg, if not memdata.value égale tbl either row range 1,4 then. Donc si notre range en scrutation ne contient pas notre titre, dans ce cas-là, une autre condition, if not dic exist, main-data.value, then. Donc si dans notre dictionnaire, la valeur qui est en scrutation dans notre champ de données n'est pas connue, eh bien dans ce cas-là, on va faire un dic.add main-data.value, cstr main-data.value. Dans notre dictionnaire, il y a deux éléments, la clé et l'item. Je vous rappelle que notre liste de validation est une chaîne de caractères et qu'il sera opportun de convertir en chaîne de caractères donc les items que l'on veut charger dans notre liste. Oui, car cela peut être des dates ou des valeurs numériques. MainList égale MainList et on va concaténer avec main-data.value et on va concaténer avec la virgule qui permettra de séparer chaque item de notre liste, donc par une virgule. Dans notre boucle, nous allons construire notre chaîne de caractères séparée par des virgules en ajoutant à la variable string MainList la valeur que l'on aura ajoutée au dictionnaire et que l'on concaténera donc avec une virgule. Endif, ça sera la fin de la condition si notre range en scrutation n'est pas notre titre de champ. Le deuxième endif, ça sera la fin de la condition si notre item n'est pas connu du dictionnaire. Et puis next main data, eh bien on passera au range suivant. Ensuite, nous allons faire appel à notre fonction x1c dropdownList. Donc premier argument range k4, deuxième argument mainList. Nous allons faire appel à notre petite fonction vue précédemment pour charger notre liste de validation. Le premier argument, ce sera le champ dans lequel nous allons placer notre liste de validation. Le deuxième argument, ce sera la chaîne de caractères contenant tous nos items, donc sans doublon et séparés par une virgule. Bien maintenant, nous allons voir comment charger notre liste secondaire à partir de l'item qui sera sélectionné dans notre liste de validation, donc notre clé primaire. Précédemment, nous avons appelé notre procédure main-validation-list. Nous appellerons notre nouvelle procédure sub-validation-list. On va faire dim ws as worksheet, tbl as list object, rg as range. Dim main data as range, data selected as variant. Data selected, ce sera la valeur que l'on aura sélectionnée dans notre première liste de validation. On définira cette variable comme un variant pour pouvoir prendre en compte aussi bien des dates que des chaînes de caractères que des valeurs numériques. Ensuite, on va faire un dim sublist asstring, subdata asstring. Dim dic as object, set dic égale create object scripting dictionary, set ws égale worksheet data, set tbl égale ws.listObject tbl data et set rg égale tbl.list:4.range. Nous attribuerons à notre variable rg le champ de nos clés primaires. Data selected égale range k4, donc c'est notre liste de validation des clés primaires. For each main data in rg, donc pour chaque clé primaire dans notre champ rg. If main-data.value égale data selected. Alors je vous rappelle que main-data c'est un range, donc pour connaître sa valeur, il faudra faire .value. Donc subdata égale main-data.offset, ouvrez la parenthèse, 0,-2.value. Nous chargerons notre clé secondaire dans le champ dont l'offset sera de 0,-2, c'est-à-dire même ligne que notre range en scrutation, mais deux champs à gauche. If not dic exist, subdata then. Donc si notre variable n'est pas, si notre clé secondaire n'est pas connue de notre dictionnaire, dans ce cas-là, on va faire un dic.add subdata, virgule, donc ça c'est la clé, et puis l'item, ça sera cstr subdata. On va transformer donc la valeur de notre champ de data en une chaîne de caractères. On va faire sublist égale sublist et on va concaténer avec subdata et on va concaténer avec la virgule. Endif, ça sera la fin de la condition si la clé primaire en scrutation est égale à la clé primaire sélectionnée. Le deuxième endif, ça sera fin de la condition
si la clé secondaire n'est pas connue du dictionnaire. Le next main data, donc c'est passer à la clé primaire suivante. Et puis, on fera appel à notre fonction x1c dropdown list, range L4, premier argument, sublist, deuxième argument. Nous allons faire appel donc à notre petite fonction vue précédemment pour charger notre deuxième liste de validation, dont le premier argument, ce sera le range dans lequel nous voulons avoir notre liste des clés secondaires, et puis le deuxième argument, c'est la chaîne de caractères de tous nos items de la liste secondaire qui seront séparés par une virgule. Et puis on terminera par setDict égale nothing, setTBL égale nothing, setRG égale nothing, setWS égale nothing, pour libérer la mémoire de tous les objets que nous avons utilisés. Et alors maintenant, nous allons développer une fonction de recherche personnalisée qui pourra utiliser une clé primaire et une clé secondaire. Donc on va appeler cette fonction x1c locatTable2. Donc on va expliquer un peu tous les arguments de cette fonction. Alors, pourquoi 2 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 2 clés. Donc cette fonction, elle va utiliser 5 arguments. RG as range, alors ça sera notre table ou champ de données. Mainfield as long, ça sera le numéro ou index du champ de la clé primaire. Subfield as long, ça sera le numéro ou index du champ de la clé secondaire. MainPK, ça sera as string, ça sera la clé primaire. Subpk as string, ça sera la clé secondaire. Et datafield as long, ça sera le numéro ou index du champ de la donnée à rechercher. Donc on va faire un dim i as long, k as long, donc ça sera les incréments de 2 boucles imbriquées. On va faire set rg mainfield égale range rg, ouvrez la parenthèse, 1, mainfield, c'est la première adresse, et la deuxième adresse, rg, ouvrez la parenthèse, rg.row.count, mainfield. Donc ce sera le champ de nos clés primaires. Ensuite, on va faire set rg subfield égale range, ouvrez la parenthèse, donc rg, ouvrez la parenthèse, 1, subfield, première adresse, et deuxième adresse, rg, ouvrez la parenthèse, rg.rows.count, subfield, c'est l'attribution du champ des clés secondaires. Une première boucle, for i égale 1 to rg mainfield.count, de la première à la dernière clé primaire. If rg, ouvrez la parenthèse, i, mainfield.value égale npk, then. Si la valeur du champ de la clé primaire en scrutation est égale à la clé primaire sélectionnée. Dans ce cas-là, on va lancer une deuxième boucle, for k égale 1 to rg subfield.count, de la première à la dernière clé secondaire. If rg, ouvrez la parenthèse, k, subfield égale subpk, then. Si la valeur du champ de la clé secondaire en scrutation est égale à la clé secondaire sélectionnée, eh bien dans ce cas, on va attribuer à notre fonction x1c locatTable2, ça sera égal à rg, ouvrez la parenthèse, k, datafield. On va retourner par la fonction la valeur du champ dont le premier index sera égal à k, le numéro d'enregistrement de la clé secondaire, et le deuxième index au numéro ou index du champ de la valeur recherchée. Ensuite, on va faire goToExitFunction. On va sortir de la fonction, mais en libérant la mémoire. Une fois la valeur trouvée, eh bien, on va sortir des boucles et libérer la mémoire. Donc le premier endif, ça sera la fin de la condition si la clé secondaire est trouvée. Donc next k, ça sera l'index d'enregistrement suivant pour les clés secondaires. La deuxième condition endif, ça sera la fin de la condition si la clé primaire est trouvée. Et puis le marqueur de boucle, next i, index d'enregistrement suivant pour les clés primaires. Ensuite, on va faire un exit function, donc balise de sortie de la fonction, et puis on va faire set rg mainfield égale nothing et set rg subfield égale nothing, et puis le end function. Alors de la même manière que nous l'avons fait pour la fonction x1c locatTable, eh bien nous allons pouvoir, pour la fonction x1c locatTable2, développer l'aide qui pourra être très utile aux utilisateurs. Donc on va faire une sub qu'on va appeler help x1c locatTable2. Donc on va faire un dim x1c name asstring, x1c desk asstring, x1c cat byte, et puis x1c desk arg, non plus 1 to 4, mais 1 to 6 asstring. x1c name, ça va être x1c locatTable2, ça sera le nom de notre fonction. x1c desk, c'est rechercher dans une matrice table ou range la valeur d'un champ en fonction des deux clés. x1c cat 5, on restera toujours dans
dans les fonctions de recherche. Le premier argument x1c desc arg1, c'est la matrice, c'est le nom d'une table, d'un range, voire d'une sélection. L'argument 2, numéro du champ de la clé primaire dans la matrice de données. Le x1c desc arg3, numéro du champ de la clé secondaire dans la matrice de données. x1c desc arg4, la clé primaire. x1c desc arg5, la clé secondaire. Et x1c desc arg6, le numéro de champ de la donnée à rechercher dans la matrice de données. Et puis ensuite, donc, on va pouvoir faire application.macroOption, donc espace, underscore, passer à la ligne, macro de point égale x1cname, virgule, espace, underscore, passer à la ligne, description de point égale x1cdesc, virgule, espace, underscore, passe à la ligne, catégorie de point égale x1c4, virgule, espace, underscore, passe à la ligne, et argument description de point égale x1c desc arg. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir donc de l'aide sur cette nouvelle petite fonction. Bien maintenant, il va falloir lancer notre sub validation list quand on aura sélectionné une clé primaire. Donc il ne restera plus qu'à développer dans le code de la feuille WS Menu le code qui permettra de lancer la procédure qui fera la recherche de la clé secondaire après avoir donc sélectionné notre clé primaire. Pour ça, on va faire un double-clic sur la feuille menu, WS Menu, pour ouvrir une private sub, la private sub worksheet change, ouvrez la parenthèse by val target as range, et puis on va mettre if not intersect target virgule range k4 is nothing, then. Donc si en validant une donnée dans notre liste de validation des clés primaires, s'il y a quelque chose dedans, eh bien on lancera notre sub validation list. Et une fois qu'on aura lancé notre sub validation list, donc on va avoir une liste de validation qui va être chargée, mais bon, il va falloir la vider, que le champ soit vide. Donc on va faire un mi.range l4.clearContent. Comme ça, on n'aura rien de sélectionné dans la liste des clés secondaires. Mais par contre, on pourra sélectionner ce qu'on veut en cliquant sur la petite flèche qui va ouvrir notre liste déroulante. Voilà, le ndiff et le nsub. Bien, nous voilà arrivés à la fin de cette série de 3 épisodes qui nous ont conduits donc à apprendre à développer nos propres fonctions. Et puis j'ai perdu entre-temps l'élève que j'avais dans les 2 vidéos précédentes. Bon. XL OneClick propose des formations Excel VBA qui s'adressent aux opérationnels à des coûts très compétitifs par rapport à l'offre de l'actuel marché de la formation. Des formations sur mesure avec un coach qui sera donc à votre écoute pour vous aider dans vos problématiques. XL OneClick vous propose un coaching individuel pour vous accompagner dans le développement de vos propres projets VBA. Ou pour les débutants, des formations sur les fondamentaux de la programmation VBA en petits groupes de 4 à 5 stagiaires afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Alors c'est une formation de 3 jours, non consécutifs, avec quelques jours entre chaque jour de formation, de telle façon à laisser aux débutants la possibilité de digérer tout ce qui est appris parce qu'il y a quand même beaucoup de choses nouvelles à apprendre. La formation XL OneClick ne consiste pas à vous laisser vous dépatouiller avec des vidéos en e-learning comme le font désormais la plupart des organismes de formation. Et si vous suivez la chaîne YouTube XL OneClick, vous avez une bonne idée, je pense, de ce qu'est la pédagogie, la méthode et l'outil XL OneClick. Alors si cette pédagogie vous convient et que vous trouvez un intérêt dans la méthode et l'outil, sachez que si vous choisissez la formation XL OneClick, je serai votre coach. Alors pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à l'adresse mail suivante, formation@xlonclick.com. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, n'hésitez pas à laisser votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien et puis si vous êtes toujours quelque peu visuel basique, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.